Alors, c'est vrai que le concept de résilience qui est né aux États-Unis, c'est Amy Werner, c'est une psychologue américaine qui l'a proposé comme métaphore d'un étonnement. C'est-à-dire que dans des conditions où, à Hawaï, où aucun enfant n'aurait dû s'en sortir, où il aurait été logique qu'aucun enfant ne s'en sorte, 28% de ces enfants avaient appris à lire et à écrire sans école, avaient appris un métier, avaient fondé un foyer. Et quand Amy Werner parlait avec ces jeunes gens et leur faisait passer des tests et des examens, des entretiens semi-structurés, elle était stupéfaite de voir qu'ils n'étaient pas si mal développés que ça, alors que logiquement, ils auraient dû tous être fracassés. Donc l'aventure est partie de cet étonnement. Enfin, il y avait quand même 72% des enfants qui ne s'étaient pas épanouis. Ça, c'est logique. Il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas d'école, il n'y avait que de la violence. Eh bien, l'aventure est partie comme ça. Donc, quand nous, on a commencé à travailler, en fait, on a commencé à travailler sur ce sujet depuis le début, c'est-à-dire depuis les années 70, mais on n'avait pas le mot qui donne forme au travail qu'on faisait. C'est-à-dire que notre notion, je n'ai pas dit concept, hein, notre notion, c'était de se dire, après tout, on dit que ces enfants sont blessés, et on considère que puisqu'ils sont blessés, ils sont foutus, parce qu'il ne faut pas oublier que notre culture a été misérabiliste, et qu'on disait, avec ce qui leur est arrivé, les pauvres, on va leur donner une petite pension, et on va les faire taire, qu'ils nous laissent tranquilles. Et nous, on cherchait déjà à savoir ce qu'il fallait faire, ce qu'on pouvait essayer de faire pour récupérer ces enfants ou ces anciens enfants. Mais on n'avait pas le mot, on n'avait pas la métaphore qui permettait de fédérer des savoirs d'origine différentes. Alors, quand je suis tombé sur la publication d'Amy Werner et surtout de Michael Rutter à Londres, je me suis dit, ben voilà le mot qui intègre des, comment vous avez dit, des morceaux de savoir, des cailloux un peu, facteur cheval, de l'université du cheval. Et c'est comme ça que ça s'est passé, effectivement, parce que quand on est dans un laboratoire, on peut choisir son clan, son camp. C'est-à-dire qu'on peut dire, moi je m'intéresse à la synapse, pas du tout, moi je m'intéresse au neuromédiateur, pas du tout, moi je m'intéresse à la psychanalyse, je m'intéresse à la sociologie. On choisit son petit bout de savoir, et là pour faire une carrière, ça facilite, mais c'est un peu la pensée paresseuse. C'est-à-dire qu'on a une théorie à apprendre, même si on travaille peu, il y a un moment où on finit par la savoir, et on intègre tout dans cette théorie pour que le réel épars confirme la théorie. Or, dans les groupes de recherche auxquels j'ai participé ou que j'ai dirigés, il y avait des chercheurs de laboratoire, il y avait des universitaires, il y avait beaucoup de praticiens. Et quand on est praticien, on est facteur cheval. Quand on est praticien, on glane ce qu'on peut, on glane ce que les personnes veulent bien nous donner, on glane ce que les chercheurs veulent bien nous donner, et on essaye, vous avez employé le mot, on essaye d'intégrer des renseignements, des données de disciplines différentes, de nature différente. On essaye d'intégrer ces données dans un seul processus. Et ce processus, c'est celui que Amy Werner et d'autres avant elle d'ailleurs ont appelé la résilience. Alors la définition, elle est très simple. J'ai entendu parfois dire, oh là, c'est compliqué. La définition, elle est très simple. Comment reprendre un développement après une agonie psychique? Alors, quand on a été traumatisé, on a été mort. On n'a pas pu résoudre les problèmes, on a été hébété, c'était trop dur, on était tout seul, il n'y avait plus de famille, plus de société, plus de culture. On a été mort. Qu'est-ce qu'on fait? Dans une culture résignée, dans une culture fataliste, ce qui était le propre de notre culture dans les années d'après-guerre, pour ces cas-là en tout cas, on disait, ben voilà, ces enfants sont blessés et on va leur donner, ils sont foutus pour la vie. Le mot que j'ai souvent entendu, c'est, avec ce qui leur est arrivé, ces enfants sont foutus. Donc ça condamne. Ça, c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que si vous pensez que ces enfants sont foutus, vous allez interagir avec ces enfants comme il est normal de le faire avec des enfants foutus, vous allez créer des institutions qui vont entourer, qui vont enfermer des enfants foutus, et en effet, ils deviendront foutus. Et ça, c'est un des sujets sur lesquels vous avez travaillé, sur lesquels vous avez beaucoup publié,
Ce sont les fameux petits Roumains des orphelines. Voilà. Alors effectivement, ça c'était la métaphore a été proposée par Amy Werner en 82 et on n'était pas au courant de cette métaphore, mais on travaillait déjà sur le sujet sans le nommer et on avait été invité par Médecins du Monde à Bucarest. Et de là, un peu avant la chute du mur. Et de là, on avait commencé à travailler avec les enfants roumains que vous avez certainement vus à la télé, ou même certains des gens ont dû aller sur le terrain aussi, parce qu'il y a eu une embellie et beaucoup de Français ont volé au secours des Roumains, et ils l'ont bien fait. Et lorsque j'ai vu ces enfants pour la première fois, on m'a dit ces enfants sont autistes. Et en effet, ils ne parlaient pas, ils étaient autocentrés, ils se balançaient autour d'eux comme le font nos enfants autistes. Et comme j'avais une formation d'éthologie animale, c'est-à-dire d'étude de comportement des êtres vivants, animaux ou humains, j'ai eu cette idée folle de demander des scanners à ces enfants qui n'avaient aucune maladie. C'est-à-dire que biologiquement ils étaient sains, génétiquement ils étaient sains, simplement ils étaient tombés malades, ils étaient en agonie psychique par manque d'autres. Il n'y avait pas d'autres, personne s'occupait. Carence affective. Carence affective au sens éthologique du terme, c'est-à-dire carence sensorielle, privation sensorielle, personne ne leur parlait, personne ne s'occupait d'eux. Ils avaient une gamelle d'eau avec un peu de légumes par jour à midi et un coup de jet d'eau par mois. Alors, et personne ne leur parlait, personne ne s'occupait d'eux. Donc comme il n'y avait pas d'altérité, eh ben, ils étaient dans la situation des enfants autistes, mais la nature du trouble n'est peut-être pas la même, mais en tout cas, dans les deux cas, il n'y a pas d'altérité. Donc là, à cause d'une pensée politique étrange, il n'y avait pas d'altérité puisque personne ne s'occupait de ces enfants. Et quand les scanners sont tombés, presque tous ces enfants avaient une atrophie fronto-rhinencéphalique, c'est-à-dire les deux lobes préfrontaux et les circuits de la mémoire, les circuits profonds de la mémoire et des émotions. Donc les gens m'ont dit, mais voyez bien, ces enfants sont des encéphalopathes, ils sont perdus. Et à ce moment-là, le mur est tombé et Médecins du Monde a réussi à agir auprès de... C'était Petré Roman à cette époque-là. Et Petré Roman a été très facile à convaincre. Et très rapidement, ils ont changé de politique et ils ont développé les familles d'accueil. Et après 1 an de familles d'accueil, on a eu quelques scanners de contrôle. Pratiquement toutes les atrophies fronto-limbiques avaient disparu. C'est-à-dire que le cerveau s'était regonflé sous l'effet des interactions banales, ce qu'on fait avec nos enfants. Jouer, nourrir, toiletter, gronder, enfin ce qu'on fait, les interactions de toute personne éducative. Mais on est bien d'accord, Maurice, que le fait que ces enfants soient livrés à eux-mêmes, le fait qu'il n'y ait pas d'interaction affective, qu'on ne leur parle pas, pour dire les choses simplement, avait provoqué des transformations anatomiques, voilà, des atrophies de certaines aires du cerveau qui étaient observables par scanner. Et dès l'instant qu'on leur parlait, qu'on les humanisait, qu'ils rentraient dans une relation humaine, ces malformations anatomiques ont été réparées. Je me sens compris.